Life is good. Life is good. Bonjour Fran Diaga. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à ce deuxième live Facebook qui est le deuxième de la journée. Comme j'ai dit, on en fera 3. Et dans ce live Facebook, nous recevons M. Henri Auguste. M. Henri Auguste est un activiste franco-gabonais, bien connu sur les réseaux sociaux, qui est un activiste environnementaliste et écologiste, quelqu'un qui est très porté sur les questions écologiques, les questions de protection de l'environnement, de la nature. Voilà, je l'aime beaucoup parce qu'il propose des recettes qui sont toutes simples, qui ne coûtent pas beaucoup d'argent et qui permettraient vraiment de sauvegarder la planète. Voilà. Après que nous ayons vraiment trouvé les mots justes pour le convaincre, il a accepté de faire plusieurs lives avec nous pour que nous puissions aussi développer chez nos populations cette culture de la protection, de la sauvegarde de l'environnement. Je peux vous garantir que la question du réchauffement climatique aujourd'hui n'est plus simplement un jeu, comme on disait à l'époque. Je vis aux États-Unis, je vois ce qui se passe. Attendez, je vais couper la musique. Voilà. Je vis aux États-Unis, je vois ce qui se passe avec le réchauffement climatique. C'est vraiment affreux. Nous sommes au mois de décembre. Je peux vous dire que la température, en décembre, il fait soleil, quoi. Et les gens vous disent qu'ici, en 78, ils avaient la neige de novembre jusqu'à fin avril. Nous sommes en décembre, il fait soleil là dehors. On sort en chemise comme ça. Il fait soleil là dehors. Le climat se réchauffe. Il n'y a presque plus de neige. Il n'y a presque plus de neige. On est dans le Midwest, on est pratiquement au pôle Nord ici. On est pratiquement on n'est pas très loin du pôle Nord. Donc, ça va pas. Il y a des problèmes de réchauffement climatique parce que l'être humain n'a pas respecté la planète. La planète, elle aussi, elle commence à présenter les signes d'essoufflement. Voilà, pour que chacun de nous puisse développer cette culture de la protection, de la sauvegarde de l'environnement, commencer à développer une culture des réflexes environnementaux, nous avons choisi, n'est-ce pas, de solliciter un expert en la question, quelqu'un qui s'y connaît bien. Il s'appelle M. Henri Auguste. Il est le patron d'une grande ONG basée au Gabon. Il est franco-gabonais. Il est français. Vous allez entendre sa voix. Il parle comme un blanc. C'est un blanc d'ailleurs. Je lui rappelle tout le temps qu'il est blanc. Il me dit, oh, ouais, je suis comme africain. Je dis, bon, si tu le dis, je te crois. Et il est patron d'une ONG qui s'appelle H2O. H2O, c'est la formule chimique de l'eau. Donc, il va venir ici, là, il va nous parler de la gestion des déchets. Vous êtes tous comme moi. Bonjour Henri Auguste, bonjour Zéphirin Fedio, bonjour Agnès Lendi, bonjour Théodore Franck. Vous savez tous comme moi que dans nos pays en Afrique, nous avons énormément de problèmes de déchets ménagers, des déchets industriels et qui polluent énormément l'environnement. Vous n'avez qu'à voir pour ceux qui vivent à Douala, la rivière qu'on traverse à Nilon en allant vers Yaoundé, là c'est tout noir. Les déchets ménagers, les ordures jonchent les rues. Alors comment on fait pour sortir de là? Donc, je vais interroger M. Henri Auguste. Ce sera par un appel WhatsApp. Donc, je vais déjà me connecter avec lui en l'appelant. Et puis, il va passer à l'antenne. Vous pourrez suivre l'échange. Voilà. C'est parti. Allô, Henri? Bonjour. Bonjour Henri, je souhaite te remercier de vive voix du temps. Ça va bien Henri, ça va bien, merci beaucoup, ça va bien mon cher grand frère, ça va bien. Je souhaitais te remercier de vive voix de ta disponibilité pour pouvoir éclairer la lanterne des Camerounais sur les questions d'environnement et de protection de la nature.
Voilà, je souhaite que tu essaies déjà, les Camerounais, bon, ils te connaissent beaucoup hein, comme activistes, ils suivent tes publications sur les réseaux sociaux, mais je souhaitais que tu puisses te présenter toi-même, leur parler de toi-même, comment est-ce que tu es devenu activiste, parce que tu as beaucoup d'activités, mais un patron qui est activiste aussi, c'est à peu près rare, mais tu es activiste écologiste, je précise bien. Et tu es également le patron de l'ONG H2O qui est basée au Gabon et qui s'occupe de la protection de l'environnement. Je souhaitais que tu te présentes toi-même à eux et comment et pourquoi est-ce que tu es activiste aussi de la protection de l'environnement. Ok, écoute, il n'y a pas de problème. Hein. Je vais me présenter. Je m'appelle Henri-Auguste Michel. Ouais. Je suis franco-gabonais, de père français et de mère gabonaise. Ok. Nous avons créé avec mon père cette association qui s'appelle H2O Gabon en 2005. Okay. Mon père, lui, dans un souci un peu de remercier le pays qui l'a accueilli, Okay. le pays qui lui a fait connaître ma mère, Okay. et le pays qui lui a donné 4 enfants. Okay. Donc, étant amoureux de la nature, par principe, mon père m'a fait aussi découvrir dans mes jeunes années la nature. Okay. J'ai vu l'évolution de cette nature au fil des années, malgré un long passage en Europe pour faire mes études. Okay. Ce qui m'a permis aussi de voir les difficultés environnementales que connaissait le pays qui s'appelle la France. Okay. Puisque tout ça n'était pas l'ordre du jour, parce que je rappelle quand même que je suis en 1960, donc je suis pas d'une toute première fraîcheur. Ah, d'accord. Voilà. Donc, ce combat a été d'abord mené pour mon père, pour qu'il sente qu'il voulait faire quelque chose avant de partir d'autres cieux, Okay. beaucoup plus haut que nous. Okay. Son décès a eu lieu en 2015, donc il souhaitait laisser une trace. Et sa trace pour lui, c'était de créer H2O avec moi. Okay. Et que ce combat continue malgré sa disparition. Ok, tout à fait. Donc, si vous voulez, j'ai un peu baigné dans ça depuis mon jeune âge, malgré que je signale quand même que j'étais chasseur, et je suis chasseur. Je peux aussi bien sortir avec un fusil qu'avec un appareil photo. Mais je sais me limiter. Voilà. Ok. Donc, j'estime que les choses peuvent se faire tout en étant raisonnables. Voilà. Okay. D'accord. Donc, tu es chasseur, mais je pense parce qu'en France, les chasseurs sont opposés aux écologistes. Et comment toi, tu gères ce paradoxe-là? Eh bien, disons que c'est tout simple, c'est parce que moi, je ne chasserai jamais en France, parce que du gibier qu'on lâche la veille, à qui on est obligé de donner un coup de pied pour qu'il décolle, pour qu'il ait un semblant d'attitude sauvage, ce n'est pas le but de la chasse pour moi. Pour moi, ce qui est le plus beau d'ailleurs dans la chasse, c'est l'approche ou le travail avec un chien. Le reste, le coup de fusil par lui-même, bon, si on est bon tireur, ça tombe à tous les coups. Ok, je comprends. Par contre, la chasse en Afrique est complètement différente. Je n'ai jamais chassé de gros animaux, parce que je trouve qu'une fois qu'on a fait une bonne approche, tirer un éléphant, un buffle, une antilope, c'est complètement idiot. Ok, d'accord. C'est mon opinion, et je le garde. D'accord. Non, je suis devenu président de l'ONG spécialisée dans l'environnement et la protection, dans la protection de l'environnement et de la nature. D'accord. Suite à cette création, Okay. je me suis entouré de gens qui sont des gens capables Okay. et des gens dans certains secteurs que j'avais besoin ou que je ne connaissais pas assez bien. Okay. Je suis aussi conseiller scientifique et conseiller technique. Je suis membre de la commission que nous avons au sein de l'H2O, scientifique et technique, Okay. dont je ne suis pas le président, Okay. puisque ça, je l'ai réservé pour un professeur qui s'appelle M. Paul Rousseau, qui est un botaniste. Okay. J'estime que chacun doit avoir sa part de travail et que le président n'est pas omniscient. Voilà. Okay. Non, tout à fait. Maintenant, je vais te poser la question sur... parce que tu suis comme nous autres, hein, l'actualité, beaucoup, les populations, surtout au Cameroun, les gens ont un désir d'autonomie de gestion. Ça veut dire que, comme en France, on a mis en place la décentralisation.
ou en Allemagne, on a le fédéralisme, c'est-à-dire qu'il voudrait que les collectivités locales puissent avoir plus d'autonomie de gestion, donc puissent mettre en place beaucoup de choses. Ça veut dire l'enlèvement des déchets, la gestion des espaces verts, etc., etc., collecter les taxes. Maintenant, à ce niveau-là, j'aimerais que, bon, déjà, et un peu les prestations de services les prestations de services, l'accompagnement que H2O peut proposer aux collectivités locales pour que celles-ci puissent faire face aux défis de l'environnement. Voilà, c'est-à-dire que nous présenter H2O, mais également nous parler de l'accompagnement que H2O peut apporter aux collectivités locales pour qu'elles puissent faire face aux défis de l'environnement. Parce que tu es sans ignorer qu'un live comme ça est regardé par beaucoup d'élus, de conseillers municipaux dans nos pays. Donc, c'est des choses qu'ils aimeraient savoir. Mais écoutez, c'est simple. Je dirais à toutes les personnes qui nous écoutent, H2O étant une association, voire une ONG, puisque nous sommes implantés dans d'autres pays, nous proposons d'abord de faire un tour de table avec les élus locaux, voir quels sont leurs besoins, ça c'est le premier point, dans ce domaine-là. Ensuite, après, identifier les problèmes, ce qui veut dire qu'il faut faire des études sur le terrain pour voir exactement quels sont les problèmes environnementaux causés, même si on les connaît. Il faut savoir exactement, par exemple, la quantité de sacs à usage unique. Je donne un exemple comme ça, qui sont utilisés dans la ville par jour ou par semaine. Donc, c'est important de savoir les quantités qui sont en jeu. Ensuite, après, être une force de proposition dans les solutions à apporter à ces communes. Voilà, soit si la commune est trop petite, peut-être de se regrouper en plusieurs communes pour pouvoir avoir des outils de traitement, de recyclage, de stockage, de ramassage, tout ça. Donc d'organiser la collecte et je veux dire, après peut-être envisager, en fonction de la taille des communes ou du regroupement de communes, le recyclage, le retraitement, l'utilisation de ces déchets qui sont pas. On considère ça comme des déchets, mais bon, on peut presque considérer ça comme une ressource. Exact, exact. Justement, je rebondis dessus. Je reviens à la problématique de la pollution dans nos villes. Je rebondis dessus. Pourquoi les déchets industriels et les déchets ménagers s'entassent, polluent la nature, alors qu'aujourd'hui, avec la mise en place de l'économie circulaire, ces déchets sont considérés comme des ressources. Qu'est-ce que nos villes peuvent faire pour relever le défi de la propreté malgré leurs moyens qui sont rudimentaires, voilà, et non pas forcément les moyens des mairies comme Chicago qui peuvent avoir 5000 camions flottants pour l'enlèvement des ordures. Alors, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Écoute, d'abord, je pense qu'il faut faire un historique des déchets. Depuis l'aube de l'humanité, l'homme produit des déchets. Ok. D'ailleurs, que l'on appelle maintenant, qui s'étudie au travers d'une science qui s'appelle l'archéologie. Que ce soit des poteries, des artefacts ou autre. Ce sont nos déchets que les archéologues étudient. Il ne faut pas oublier. La seule différence, c'est qu'il y a 150 ans, ces déchets sont devenus polluants et non dégradables. Alors que la majorité des déchets que produisaient nos aïeux, nos ancêtres, et voire les premiers hommes de la Terre, étaient des déchets en général biodégradables. Même s'ils ne sont pas biodégradables, on sait qu'ils ne pollueront pas la nature. Et il y a à peu près 150 ans, l'homme a introduit des déchets qui sont malheureusement non biodégradables. Et c'est là aussi que le problème de pollution et d'entassement de ces déchets fait que ça devient pour nous une problématique importante. Cette problématique importante fait que on voit des immondices un peu partout, soit dans les quartiers, comme c'est le cas aussi au Gabon. Donc, mon pays n'est pas malheureusement indemne de ce genre de problème. Et donc, si tu veux, ces déchets, on va en faire quoi? C'est vrai que depuis 150 ans, nous, en Afrique, peut-être un peu moins, mais à peu près depuis l'époque de nos indépendances, nous sommes mis, je vais dire, au monde occidental. Donc, maintenant, nos déchets sont polluants et non biodégradables. Nos aïeux sur la terre africaine
eux utilisaient que des choses qui étaient biodégradables, Okay. en majorité. Que ce soit l'osier, que ce soit le raffia, que ce soit l'argile, que ce soit tout ça ne sont pas des produits polluants. Les calebasses, cela ne polluait pas. D'ailleurs, je prends souvent comme exemple pour les gens en disant, souvenez-vous le geste qu'on avait souvenez-vous du geste qu'on a ou qu'on avait quand on était dans les villages, personne ne jetait quelque chose par terre parce qu'on se faisait rappeler à l'ordre. Exact. Et le problème de maintenant, c'est que on jette des choses par terre qui ne sont pas biodégradables ou qui sont polluantes. Même si on jette une calebasse, elle ne va pas polluer la nature. Exact. Et c'est là où est le problème. C'est qu'on a perdu ce geste. Je vois, moi, souvent, je circule en ville, en voiture, je vois des gens qui jettent des canettes, des sachets par la portière. Exact. Tout en roulant. Exact. Et c'est là le vrai problème. Je pense aussi qu'il faut une certaine forme d'éducation des populations, qu'elles comprennent que la ville où ils habitent, c'est leur ville maintenant, ce n'est plus le village. Ils n'auront pas des gens qui vont leur rappeler, sauf peut-être à prendre des décisions, je vais dire, un peu coercitives. Mais ce n'est pas le but. Je pense qu'il faut plutôt une collaboration avec les citoyens de la cité, que plutôt une forme de répression qui ferait faire des excès d'un côté et de l'autre. Voilà. Ok, ouais. Alors là, je te comprends maintenant parfaitement. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas les déchets biodégradables, c'est les déchets non biodégradables. En fait, c'est eux où il faut former les gens à dire, voilà, désormais, ne jetez plus dans la nature tout ce qui est non biodégradable. Tout à fait. Okay. Et pour reprendre ce que tu dis, c'est que moi, je suis pour, et je milite actuellement au Gabon pour qu'on ait un tri sélectif. Mais un petit tri sélectif, pas un truc compliqué comme on voit. Toi, je sais que tu dois connaître que aux États-Unis. Ici, on pourrait faire très bien un petit tri sélectif, ça veut dire tout ce qui est emballage et contenant, et de l'autre côté, les restes de table. Les restes de table, c'est tout ce qui sort d'une table quand il y a des déchets. Bon, en Afrique, il n'y en a pas trop parce qu'on fait attention à la nourriture, on ne la jette pas. On ne la jette pas ce soir, ouais, c'est vrai. Comme je dis, et souvent je dis aux gens, pour vous faire une idée de la quantité d'emballage que l'on jette à la poubelle, un jour avant de jeter votre poubelle, mettez des gants et ouvrez-la. Et vous verrez le nombre d'emballages qui sont présents, de journaux, de choses comme ça, qui sont présents dans votre poubelle. Et les restes de table, en définitive, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que j'évalue à peu près dans les pays africains, dans une poubelle de 50 litres, à peu près, une poubelle standard que l'on trouve dans les maisons, on a à peu près en Afrique entre 90 et 95% uniquement que des emballages. Ok. Et à peu près 5% de restants de nourriture. Et ça, tout le monde peut en faire l'expérience. Du début comme au plus petit membre d'une famille. Ok. Donc, en fait, le problème des ordures, là, c'est un problème de tri sélectif, en fait. Un peu comme les villes comme San Francisco ont mis en place, où on forme les gens à faire les tris dans leur maison avant même de jeter, quoi. Tout à fait. Mais je ne jette pas que la responsabilité sur les gens ou sur les citoyens de la cité. Je rejette surtout la responsabilité face aux grands magasins, aux supermarchés, aux hypermarchés, aux magasins, aux boutiques qui nous vendent des tas d'emballages. La première responsabilité, c'est la leur. Et je pense que là-dessus, il va falloir que tôt ou tard, on se penche, parce que le problème en amont, il vient de là. Si on pouvait arriver avec, je vais dire, des beaux couverts ou des choses qui permettent de recevoir et de prendre en vrac la marchandise, la quantité qu'on en a besoin, ça serait très bien. Ça éviterait énormément d'emballages. Je sais que tu as vu aux États-Unis comme en France, maintenant beaucoup de supermarchés mettent à la sortie des poubelles pour que les gens puissent jeter les emballages. Exact. Non, je comprends parfaitement. Donc maintenant, je vais parler, qu'on parle du tri sélectif. Parce que toi, tu parles du tri sélectif en amont et tu parles du tri sélectif en aval. Donc, j'aimerais que tu expliques les deux concepts pour que les gens qui nous suivent comprennent bien de quoi il s'agit. En quoi consiste le tri sélectif en amont, c'est-à-dire que en quoi consiste le traitement des déchets ménagers et industriels en amont. Donc, si tu peux expliquer et prendre des exemples qu'ils comprennent. Après, on parlera du traitement des déchets ménagers et industriels en aval. D'abord en amont. En amont, c'est ce qui se
passe, je dirais, en sortant du magasin. Si on pouvait en arriver là, ça serait une très bonne chose. Mais ça, j'ai peur que nos vendeurs commerciaux alimentaires et d'autres aient beaucoup de mal à se mettre à ce genre de choses. Mais il faudra que tôt ou tard, ils s'y mettent. Ensuite, après, il y a ce qui arrive dans la maison. Les sachets plastiques, les bouteilles plastiques, les canettes en alu, les emballages de pâtes, de riz, de ceci, de cela, tous les emballages, même pour prendre un rouleau de papier WC, il y a un emballage. Même pour prendre des fruits, il y a un emballage. Alors que, justement, il y a des propositions, et je sais que tu as reposté ce que j'avais envoyé. La feuille de bananier. Par exemple, pour les fruits et légumes, qui serait tout à fait raisonnable. Et je crois qu'en Afrique, on ne mange pas de bananier. Exact. Non, je me rappelle, je l'avais posté sur mon mur et ça avait été reposté par près de 400 personnes. J'avais d'ailleurs été surpris parce que au Cameroun, par le passé, quand on fait du couscous, on fait ce qu'on appelle du coquille, tous ces plats-là, le coucou, on emballait dans la feuille de bananier. Et après est venu l'emballage plastique. Curieusement, les gens ont commencé à mettre dans les emballages plastiques, en fin de compte, comme tu dis. Et là, les Camerounais ont été surpris à envoyer un article comme ça d'une revue scientifique qui disait qu'il fallait retourner à l'emballage des feuilles de bananier. On a lu, parce que l'alu aussi a fait son apparition chez nous. Ah oui, on l'a lu. Tu sais, moi, ma mère qui vient de décéder le mois de novembre, nous faisait du poisson en graines de courge. Avec une sauce tomate, elle avait un peu, je vais dire, européanisé sa recette, parce que la recette, de façon gabonaise, est un peu sèche. Ok. Donc, elle faisait une bonne sauce tomate. Mais tout ça, elle le faisait cuire dans une feuille de banane. Exact. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu certaines choses qui sont passées sur mon fil d'actualité. Oui. Beaucoup de choses maintenant sont utilisées même pour faire du cuir naturel, pour remplacer le cuir. Les bananes, le mont du raisin et tant d'autres, comme ça, dans le même genre. On fait du cuir avec. Exact. Et même, il y a une expérience très intéressante en Ouganda où ils utilisent. Voilà. Ah ouais, Henri, tu es revenu. Je disais allô? Ouais, je disais qu'il y a il y a une expérience très intéressante. Oh non, je disais qu'il y a une expérience très intéressante en Ouganda où ils utilisent les troncs de bananier pour fabriquer des emballages biodégradables en papier en Ouganda. Voilà. Ben oui, c'est des solutions qui existent et qui sont naturelles, que l'on redécouvre, parce que je veux dire, c'est pas nous qui les avons inventées. Nos anciens utilisaient tout ça. Ok. Comme en Europe d'ailleurs. Ouais, comment? Exact. Ils ont perdu plutôt le contact avec la nature et leurs anciens, pour se moderniser et s'urbaniser, je vais dire. Et les anciens ont été un peu relégués au troisième plan. C'est pour ça qu'on a créé les maisons de retraite. Oh, exact. Et maintenant, en quoi consiste le traitement des déchets ménagers en aval maintenant? Parce que là, tout à l'heure, tu as parlé en amont. En quoi consiste maintenant en aval? Eh bien, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait d'abord d'une part un service de ramassage, je vais dire, efficace et régulier, surtout pour tout ce qui est emballage. Pour ce qui est des restes de table, on peut très bien l'utiliser, qui serait la deuxième poubelle, ce qui ferait qu'il y aurait deux poubelles au final, une pour les emballages et une pour le restant de table, qui durerait peut-être un peu plus dehors, un peu plus de temps dans la maison, mais bon, c'est là, on peut peut-être la mettre dehors. Alors, ouais, je t'écoute bien, je t'écoute parfaitement. Je t'écoute parfaitement. Voilà, Voilà, ouais, je t'écoute bien. Tu es revenu. Ouais, tu es revenu, Henri. Voilà, tu es revenu. Ouais, ça va. Là, je t'écoute bien. Voilà, c'est revenu. Ça coupe un peu de temps en temps. Oui, tout à fait. Alors, je disais simplement que pour tout ce qui est restant de table, deux poubelles suffiraient. Je vais dire, c'est un tri sélectif très rudimentaire. D'un côté, les emballages, tout ce qui est emballage contenant tout ça d'un côté. Et de l'autre côté, tout ce qui est restant de table. Ce qui est restant de table peut très bien utiliser pour faire un engrais naturel. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Nos aïeux utilisaient les restes de table, s'il y en avait, pour faire de l'engrais. Exact.
On appelle le compost. Exact, tout à fait. Quand vous allez dans un magasin pour acheter du compost, c'est en majorité que ça. Exact, exact, exact. Il suffit de le traiter correctement, ça prend un peu de temps, mais ça peut se faire. Quand il y en a des quantités, évidemment, c'est juste pour une poubelle, c'est pas intéressant. Il faut un certain dosage pour que ce soit intéressant. Exact. Ensuite, pour tout ce qui est recyclage des emballages, on va prendre 3 cas. Sac plastique. Sac plastique, on peut l'utiliser, on peut le réutiliser le cas échéant. On peut l'utiliser, par exemple, pour produire de l'énergie, de l'électricité, à travers la pyrolyse. Ok, donc on peut utiliser les sacs plastiques pour produire l'électricité. Pour produire l'électricité, on les fait brûler à très haute température, 1800 voire 2000 degrés, si je me souviens bien. Ok. Comme tout ce qui est bouteilles plastiques et bidons plastiques, tout ce qui est plastique peut passer en pyrolyse pour produire de l'électricité. Ok. Évidemment, il faut déjà une ville de taille suffisamment importante, et je pense que mon contact, qui est la partie technique, me disait qu'il faut au moins compter entre 10 et 15 tonnes de déchets plastiques par jour. Ok. Donc, ce qui demande déjà des villes d'une certaine taille, mais ça peut être aussi un regroupement de communes. Oui, mais ça veut dire qu'à Douala, ça veut dire que parce que là je sans t'interrompre, la ville de Douala au Cameroun aujourd'hui a un problème. Elle est jonchée de sachets et de bouteilles plastiques. C'est-à-dire que de sachets plastiques, de bouteilles plastiques, Douala est inondée. Les rivières sont infestées par les bouteilles plastiques. Or, quand là, tu nous donnes une information très capitale. Tu dis que voilà, là, on peut brûler ces bouteilles à une forte température pour produire de l'électricité. Ça veut dire qu'en fait, ces bouteilles qui inondent les rivières pourraient devenir des ressources pour produire de l'électricité. Alors que paradoxalement, la ville a des rivières polluées et la même ville encore a des coupures de courant. Donc, ça veut dire que ça pourrait être utilisé pour produire l'énergie électrique. Tout à fait. Ensuite, même avec le plastique, on peut faire des tas de choses. On peut refaire du mobilier urbain avec ça. En le déchiquetant, en utilisant certains plastiques, pas tous les plastiques malheureusement, mais certains plastiques peuvent être réutilisés pour faire du mobilier urbain, que ce soit des bancs, des abris de bus, des tas de choses comme ça, voire même des lampadaires. Okay, donc il y a des solutions existent. Ça c'est pour le plastique. Maintenant pour l'alu. L'alu, on sait très bien qu'on peut le recycler. Oui. Et l'alu est une ressource, je vais dire, qui coûte relativement cher à l'achat. Exact, exact. Donc, il existe des solutions. Le papier, c'est pareil. Le papier peut être réutilisé pour refaire de la pâte à papier. Exact. Pour des cahiers, pour des choses comme ça. Exact. Un cahier d'écolier de qualité, comme si c'était, je vais dire, une lettre que l'on va laisser à la postérité. Exact, exact. Même si parfois certains conservent longtemps leur cahier d'écolier. Exact, exact. Non, tout à fait. Il existe des solutions. Le tout, c'est de prendre une bonne décision. Exact, exact. Et ça, c'est un peu le rôle de notre ONG. Exact, exact. Non, il y a des gens qui t'écoutent. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui te demande, à Elohim, il te demande, nos déchets peuvent être des sources d'énergie. Qu'en pensez-vous? Des sources d'énergie renouvelables, qu'en pensez-vous? Tout à fait, c'est l'une des solutions que l'on a parlé. Une source d'énergie, c'est la pyrolyse. Mais bon, le but, c'est au final quand même, c'est d'arriver à réduire tous ces plastiques. Parce que je ne vais pas aborder le sujet parce que je ne peux pas m'étendre sur le sujet. C'est quand même ceux qui polluent nos sols, c'est aussi ceux qui polluent nos océans. Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier que les scientifiques nous alertent actuellement, et ça c'est quand même un peu mon domaine, puisque je n'en ai pas parlé, mais bon, je suis un spécialiste des poissons et je plongeais assez régulièrement, bon maintenant ils sont un peu moins, mais je plongeais assez régulièrement. Les spécialistes des océans nous alertent qu'en 2040 ou 2050, il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons. On trouve du plastique, imaginez-vous bien, dans les plus grandes hauteurs de la Terre, ça veut dire l'Himalaya, l'Everest, sous forme solide, tels qu'ils sont, tels qu'on les a laissés, voire même dans la neige. Ça veut dire que là, on en arrive à des microparticules. Et on a retrouvé dernièrement des sachets plastiques et des objets en plastique dans la fosse des Mariannes, 11 000 mètres de profondeur. On va dire que notre planète, on est en train de la tuer. On l'asphyxie avec le plastique. Et indirectement, on s'asphyxie aussi. Parce que ce plastique, les polluants qui composent le plastique se retrouvent tout le long de la chaîne. Et au
final de la chaîne, c'est qui? C'est l'homme. Oui, Je ferme la parenthèse. Oui, tout à fait. Ça sera un autre sujet pour la prochaine fois. Oui, tout à fait. Merci beaucoup de l'avoir pour l'éclairage. Maintenant, quand toi tu proposes l'interdiction des sacs plastiques, bon, tu les remplaces par quoi? Tu en as déjà parlé un peu, par des solutions écologiques. Maintenant, j'ai quand même une curiosité. Dans les pays industrialisés comme en France, aux USA, etc., les sacs plastiques sont toujours utilisés. Quand tu vas chez Carrefour en France, Auchan, ils emballent toujours avec les sacs plastiques. Voilà. Mais pourtant, on ne voit pas en France le spectacle qu'on peut voir au Cameroun comme au Gabon, où des rivières sont infestées par des bouteilles plastiques, des sacs plastiques. Pourtant, on continue à utiliser les sacs plastiques. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut copier chez eux comme recette qui peut nous permettre de sortir du piège de sacs plastiques et des bouteilles plastiques? Mais écoute, le premier point d'abord que je dirais, il faut savoir que depuis un certain temps, la France a interdit tout ce qui est sac à usage unique en sortie de caisse. Les seuls sacs plastiques, et encore, pour la plupart maintenant des hypermarchés, magasins ou autres, ce sont des sacs biodégradables qui ne sont uniquement utilisés que dans le rayon fruits et légumes. Ok. Ça, c'est la réalité actuelle. Les sacs plastiques, pour les pays industrialisés, il y a quand même des services de ramassage qui sont relativement efficaces et performants. Ce que peut-être chez nous dans nos pays, cela manque. Ok. Et c'est là où c'est que justement, il faut énormément travailler sur le secteur du ramassage, la collecte. Et c'est là où souvent se trouve le point d'achoppement. Ok. Parce qu'on peut très bien, les citoyens peuvent très bien se mettre en marche pour que leur ville soit plus propre, mais il faut que derrière, il y ait un service, je vais dire, de ramassage. Soyez un peu indulgents. C'est un appel WhatsApp, donc deux fois, ça doit se rafraîchir. Ouais, voilà, je t'écoute bien, Henri. On peut continuer. Voilà, je vais relancer notre ami et frère Henri Auguste. Voilà, on était parti sur une bonne dynamique. Il nous expliquait les solutions simples et faciles hein, pour résoudre les questions de l'environnement chez nous. Voilà. Donc, il va revenir. Soyons patients, il va revenir. Donc, je pense qu'il nous donnait un peu près les clés pour pouvoir résoudre les questions de l'environnement chez nous. Moi, j'ai retenu beaucoup de choses. Après, je vais faire un résumé hein, de ce qu'il a dit. Il a beaucoup parlé en termes d'environnement. Il a parlé des questions d'environnement. Il a expliqué que les déchets ménagers, nous avons toujours eu d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a travaillé dans le pétrole. Et le pétrole se forme grâce à la sédimentation des déchets. Voilà. Et il explique que les déchets, il y en a toujours eu. Les déchets ménagers, il y en a toujours eu. Simplement qu'à un moment, dans notre pays, dans nos pays, il y a eu l'introduction des déchets. Voilà, il revient, Henri. Allô, Henri? Voilà, il va se connecter. Donc, il y a les déchets, il y a l'introduction des déchets non biodégradables. Les déchets biodégradables, c'est les déchets comme les épluchures de bananes, d'igname, de plantains, les déchets alimentaires. Quand vous versez dans la nature, rapidement, ça se mélange à la nature, ça se biodégrade, ça se dégrade et ça retrouve la voie de la nature. Bon. Maintenant, les déchets non biodégradables, c'est par exemple quand vous jetez l'aluminium, le plastique, le fer, c'est des déchets qui sont non biodégradables. Si vous revenez là 10, 20 ans après, le plastique il est toujours au même endroit parce qu'il ne se dégrade pas dans la nature. Et il a expliqué que ce qui faisait problème, c'était les déchets non biodégradables. Donc, il fallait mettre en place un tri en amont pour que ces déchets ne soient plus jetés dans la nature et un tri en aval. Et il a expliqué qu'il y a des solutions aujourd'hui qui permettent, par exemple, des solutions aujourd'hui qui permettent, par exemple, que les plastiques qui sont jetés dans la nature. Voilà. Henri revient. Henri, allô? Ouais, tu es revenu. Ouais. Les communications ne sont pas terribles, mais bon, ouais. on va y arriver. On va y arriver. Donc, comme je disais, il faut un service de ramassage
ramassage performant et efficace. Ok. Voilà. Ça, je pense que c'est le point souvent d'achoppement d'ailleurs, parce que même si on arrive à convaincre les citoyens de chaque commune ou ville de faire ce qu'il faut pour que la ville soit plus propre, et plus hygiénique et plus saine, et plus jolie aussi, parce que bon, c'est quand même plus agréable de se promener à pied dans une ville aussi qu'on ne fait pas un parcours du combattant à travers les déchets des poubelles. Exact. Non, là, je suis parfaitement d'accord avec toi. Allô? Oui, je t'entends, je t'écoute. Ah, d'accord, je suis parfaitement d'accord avec toi. Maintenant, je te propose de parler de la réduction et la dépollution des décharges. Parce que j'observe, moi, quand je suis à Douala au Cameroun, qu'il y a énormément de décharges à la sortie des villes, nous, ce qu'on appelle bois des singes. Il y a des décharges des ordures, c'est-à-dire que et les vidanges des fosses septiques et les ordures ménagères qu'on collecte un peu partout dans la ville, on les met dans des décharges et après on met de la terre pour enfouir les décharges. Maintenant, quand on arrive en Occident, on se rend compte que les villes ont progressivement éliminé les décharges. Voilà, il n'y a plus de décharges. Voilà. Pourquoi, explique-nous donc, pourquoi est-ce que les villes en Occident ou en Europe ou aux États-Unis, dans beaucoup de pays, non, en Allemagne, n'ont plus de décharges. Voilà. Pourquoi est-ce que les décharges ont disparu? Maintenant, pourquoi les communes en Europe ont éliminé les décharges? Et comment est-ce qu'elles utilisent désormais ces ordures ménagères si elles ne les enfouissent plus dans les décharges? C'est important parce que nos élus locaux doivent comprendre ça. Ben, disons que si tu veux, si on en arrive à améliorer le secteur de collecte des déchets ménagers et industriels, il y a beaucoup de solutions, comme j'en parlais tout à l'heure, de recyclage. Donc, ce qui fait que dans un premier temps, on va traiter ce qui rentre, et après, on va essayer de traiter ce qui est déjà sur le sol. Alors, comment on peut traiter ces problèmes-là? Ben, ça veut dire qu'il faut mettre des gens pour trier, pour les ramasser avec un bulldozer et avoir des tapis roulants à la vitesse adaptée à la main-d'œuvre locale, ce qui fait quand même du travail. Ça peut donner du travail, même si ce n'est pas un métier glorieux, ça peut être un métier qui peut être bien payé. Exact. Justement. Exact. Exact. Donc après, une fois qu'on a retraité ces décharges, qu'on a réussi à enlever le maximum de déchets qu'il y a sur ce site, on peut le dépolluer. Comment on va le dépolluer? Il y a ce qu'on appelle la phytoremédiation. C'est pas difficile. On va implanter des plantes qui vont stocker tous les polluants qui sont diffusés dans le sol, sachant que ces polluants, pendant des années, se sont répandus dans le sol et ont atteint nos nappes phréatiques. Ok. Donc, il y a des plantes qui existent, c'est ce qu'on appelle la phytoremédiation, qui permettent d'absorber tous les polluants qui existent. Elles résistent à ça. On a des plantes ici en Afrique qui peuvent très bien rentrer dans ce rôle-là. Pour les eaux usées, c'est la même chose. Il suffit un peu d'observer la nature. Moi, je vais prendre un exemple qui est tout simple. Un jour, lorsque je faisais une expérience, que j'avais déjà constaté ça dans la nature, je me suis aperçu que, vous savez ce qu'on appelle les laitues d'eau qu'on voit souvent sur les marigots. Ouais. Ces espèces de grosses plantes avec des feuilles un peu cannelées qui font à peu près entre 10 et 15 cm de verre. Qui sont dans l'odeur, sur l'eau. Vous remarquerez que ces plantes, elles absorbent. Vous verrez que ces plantes absorbent tout ce qui est comme nutriments en pollution dans le marigot. Et tout ce qui se retrouve à la surface qui perle, c'est de l'eau filtrée, pure, sans aucun polluant, ni biologique ou autre. Ok. Voilà, je prends cet exemple-là parce que celui-là, moi, j'ai eu la possibilité de l'observer de mes yeux. Donc, il existe des tas de plantes qui peuvent justement nous aider à traiter tous ces problèmes-là, qui sont des problèmes, je vais dire, attention, importants. Je le disais, je suis passé assez vite là-dessus, qui polluent nos nappes phréatiques, c'est la réalité. Les nappes phréatiques, souvent, d'ailleurs, on fait des puits qui servent au réseau de nos pays, ou qui servent dans certains cas aux communes comme puits. Donc, en fait, ça veut dire que les décharges d'ordures ménagères qu'on met
à la sortie de nos villes, là, ça pollue la nappe phréatique alors. Ah ben, au final, oui, la nappe phréatique et puis l'océan, au passage aussi, en final. Puisque tout, par la gravité, redescend vers l'océan. Hein. C'est le point zéro. Hein. Ok. Non, je comprends. Là, je comprends mieux. Donc, maintenant, il faut fermer les décharges, mettre certains arbres qui peuvent dépolluer, etc. Et maintenant, comment est-ce que tu expliques le fait qu'il n'y ait plus de décharges en Europe? C'est le fait que les communes se sont lancées toutes dans le traitement des ordures ménagères? C'est une des raisons, mais surtout, je vais dire, que le politique et que les mairies, parce que beaucoup de choses peuvent être faites au niveau d'une mairie. Hein. Moi, j'ai vu, on n'a pas eu de chance, mais on avait réussi auprès du maire de Port-Gentil à une époque, par un arrêté municipal, d'interdire les sacs plastiques qu'on allait passer au biodégradable. Malheureusement, il a été limogé par son personnel parce qu'il était trop gênant. Il était trop dur avec le personnel. Ils ont tout fait pour le faire partir. Mais sinon, on avait déjà la possibilité au niveau de la ville d'interdire les sacs plastiques, tout en laissant un temps d'avance aux gens de régler les problèmes. Parce qu'on ne peut pas mettre non plus le couteau sur la gorge aux gens qui s'occupent des sacs plastiques. Il faut quand même leur laisser le temps d'éliminer leur stock. Ok. Mais ça n'empêche pas de mettre beaucoup de choses déjà en place bien avant. Ok. Non, là, je comprends. Maintenant, je dit que je prends deux pays, hein, la Chine et l'Inde. La Chine et l'Inde ont connu à un moment de gros problèmes de pollution de l'environnement dû aux piles, hein, dû aux batteries de voitures, les batteries de téléphone, dû aux mégots de cigarettes. Voilà. Donc, aujourd'hui, les villes de la sous-région Afrique centrale, les grandes villes, hein, Brazzaville, Libreville, Douala, Yaoundé, N'Djamena, Bangui, connaissent les mêmes soucis. Surtout à Douala, on a des gros soucis avec les déchets, les piles, les batteries de voitures, batteries de téléphone, mégots de cigarettes. Bon, pour chacun de ces cas, c'est-à-dire que la pile, la batterie de voiture, de téléphone, les mégots de cigarettes, quelles sont les solutions que tu suggères pour assainir l'environnement? Maintenant, est-ce que ceci peut être incorporé dans un schéma comme l'économie circulaire, par exemple? Ben écoute, d'abord, je vais reprendre ce que tu as dit. Tu parles de la Chine et de l'Inde. Tu sais que pendant de nombreuses années, l'Inde et la Chine étaient les pays qui étaient les poubelles des pays occidentaux. Exact. On envoyait nos déchets là-bas parce qu'on ne voulait pas s'occuper du retraitement. Exact. Il a fallu que l'Inde et la Chine prennent la décision de dire niet, on n'importe plus les déchets des autres. On a déjà les nôtres à traiter, il faut qu'on règle nous-mêmes notre propre problème. Exact. Donc ils sont... Parce que chez eux, ça leur causait aussi des pollutions, hein, il ne faut pas avoir peur de le dire. Hein. Exact. Il y a pas mal de gens, je pense, qui sont décédés suite aux problèmes de pollution liés à tout ça. Exact. Donc ils se sont dit, niet, maintenant on n'en veut plus. Maintenant, nous, on va traiter nos propres problèmes qui sont aussi importants. Exact. Hein, et qui doivent passer d'abord en priorité face à, je vais dire, à un gain d'argent, parce que évidemment, ça ne se faisait pas cadeau le fait de faire venir des containers de bouteilles plastiques ou de bidons plastiques ou de sachets plastiques dans ces pays-là. Hein, c'était avec une rétribution. Mais bon, ils ont décidé de stopper cela. Exact. Concernant ce que tu parlais, les piles, les batteries de voitures, de téléphone et les mégots de cigarettes, il faut savoir que beaucoup de choses peuvent se récupérer. Okay. Par exemple, je vais prendre un exemple. Pour les mégots de cigarettes, ça c'est l'exemple que je peux parler puisque je suis fumeur. Donc, mais moi je fais attention, je ne jette pas mes mégots dans la nature. Okay. Si j'ai pas de cendrier, je mets dans la bouche. Okay. Donc les mégots de cigarettes, il faut savoir qu'un mégot de cigarette, quand il est jeté à terre, il va polluer à peu près un demi-mètre cube d'eau. Wow. Polluants de toutes sortes. Il faut savoir que les cigarettes ont de nombreux polluants toxiques. Okay. Et je le dis bien, de nombreux polluants toxiques. Ce qui fait que ce mégot-là va polluer 500 litres d'eau. Wow. Pendant 3-4 ans. Wow. Avant que ce soit dilué tout le reste. Et il se trouve que maintenant, il y a des solutions qui existent. On récupère ces mégots, mais bon, il faut faire un ramassage au niveau des bars, des boîtes de nuit, des restaurants, de tous les endroits où il peut y avoir, ou même du mobilier urbain, des cendriers urbains. On ramasse ces mégots, on les
pas, évidemment, et on récupère, parce qu'il faut savoir que la partie mégot, c'est un film de plastique. Ok. Encore le plastique. Ok. Et on récupère ce plastique et on en fait justement du mobilier urbain. Ok. Je comprends, non. Donc, on voit bien que, évidemment, c'est pas, je veux dire, je parle pas de quantité style, par exemple, ce que moi je fais, mais je parle de quantité d'une ville assez importante. Mais tout ça peut se regrouper. Comme je dis, s'il y a 4, 5, 6 communes qui sont de 20 000 habitants, ça fait, dans le meilleur des cas, ça fait 150 000 personnes, et dans le pire, ça peut faire 100 000 personnes. Et là, ça peut devenir intéressant. Exact. Encore plus de communes. Parce qu'on peut tous se regrouper. Le tout, c'est de s'entendre sur les objectifs de chacun et sur la part de chacun qui va amener aussi bien au niveau des quelques financements, sachant en plus que des financements peuvent exister au niveau international. Exact. Au niveau de l'ONU, je sais qu'il y a, qu'on s'appelle la Commission internationale pour l'environnement, tout ça, qui donne des fonds. Il y a des fonds qui existent. Exact. Donc, il faut porter un projet qui existe. Tout à fait, non. Je pense que tu n'as pas besoin d'exposer beaucoup plus là, de ce côté-là. Je pense que un live comme celui-ci, les maires, les conseillers municipaux, les élus locaux au Cameroun, et même pas seulement au Cameroun, au Tchad, en RCA, t'écoutent. D'ailleurs, comme j'ai dit, il y en a beaucoup qui ont mon contact. S'ils ont besoin de quelqu'un pour éclairer leur lanterne, et ils se rapprochent de moi, je vais leur donner ton contact. Et je pense qu'en ce moment-là, tu pourras s'il y a des gens qui ont besoin de ton expertise, c'est-à-dire que parce que, en fin de compte, ce que toi tu leur proposes, c'est des solutions très simples. Parce que très souvent, quand on voit les dossiers que les maires chez nous présentent pour résoudre des problèmes très simples, des problèmes c'est-à-dire que quelqu'un qui a une commune de 100 000 personnes, il veut 30 milliards pour gérer les ordures ménagères. Ce n'est plus, ça fait peu sérieux quand même. Alors que tout. C'est très bien. Malheureusement, la plupart de ces 30 milliards vont passer. Bon. Ouais, d'accord. Non, voilà. C'est pour ça que moi, je sais pas, j'échange beaucoup avec toi et je connais comment tu travailles. J'ai d'ailleurs partagé ton blog sur ma page. Je sais que tu vas leur proposer des solutions vraiment très simples où avec des petits budgets, ils peuvent arriver à démarrer quelque chose et puis après faire de grandes choses. Voilà. Donc, c'est important que… Je vais dire, sans te couper, le premier point qui est important, il faut que les maires et je vais dire les conseillers municipaux arrivent à convaincre les citoyens que c'est pour leur bien et c'est à eux d'y adhérer. Parce que si tu n'as pas le soutien de la population, il est très difficile d'arriver à quelque chose. Exact. Et là, je parle totalement en dehors de tout parti politique. Ce n'est pas une question politique. C'est pour notre santé à tous. Exact. Du maire jusqu'au fin fond des villages qui peut exister, c'est notre santé qui est en jeu. Exact. Ça, c'est très vrai. Non, ça, c'est très vrai. Et celle de nos enfants, parce que bon, comme on dit, on n'est pas éternel. Ça, c'est vrai. De passage, comme les autres. Ça, c'est vrai. Et je pense d'abord à mes enfants, en disant, j'ai pas fait des enfants pour qu'ils meurent pratiquement en même temps que moi. Ça, c'est pas le but de tous les parents. C'est vrai. Si dans ces cas-là, c'était ça, mais il ne fallait pas les faire. Ça, c'est vrai. Non, ça, c'est vrai. Ça, c'est très vrai. Non, ça, c'est très vrai. Ça, c'est très vrai. Non, je pense que… parce que, tu sais, l'important, parce que le fait de t'appeler, de te dire vraiment, s'il te plaît, il faut qu'on fasse quelque chose, Henri, c'est parce que, vivant aux États-Unis, je vois les milliards de dollars qui sont brassés autour de l'environnement, autour des questions des plastiques, autour des questions des ordures, autour des questions de la récupération du méthane, autour des questions de plants d'arbres, comme tu as dit, des jardins botaniques, etc., etc. Il y a tout un business là-dessus. Bon, nous avons des communes chez nous, par exemple au Cameroun, où les gars continuent à penser que, bon, voilà, il faut taxer le type qui se débrouille sur une moto. Aïe. Ouais, allô, voilà, tu es revenu là, voilà, tu es revenu. Oui, tu es revenu, là, je t'écoute bien, tu es à l'antenne. Oui, non, je disais que dans nos communes, au Cameroun, par exemple, le maire continue à s'acharner sur le petit Jean qui se débrouille dans la rue, en vendant sur la table, en disant, voilà, ticket de quai. Or, lui, le maire,
Il ne comprend pas que l'environnement dans lequel il vit là, que ce soit les ordures, que ce soit les plastiques, que ce soit, lui procure d'énormes ressources où il pourrait créer un business qui va donner des milliards de revenus à sa commune, quoi. Et qu'il y a des gens qui ont l'expertise pour les conseiller à le faire. Donc déjà, c'est pour ça que je souhaitais qu'on en parle, pour qu'ils entendent que voilà, c'est faisable, et puis qu'après, ils apprennent à solliciter l'expertise des personnes comme toi pour pouvoir les conseiller, à pouvoir mettre ces choses en place, parce que c'est ça qui donne de l'argent aux communes ici en Europe. Hein? Je pourrais me balader en voiture et filmer les centres de stockage de papier, de plastique à Chicago. C'est des endroits et c'est embarqué dans des conteneurs pour aller pour être revendu à l'autre bout du monde à des industriels. Comme tu dis, des jardins botaniques, plein de choses qu'on peut faire avec la nature. La nature, ça rapporte beaucoup d'argent, mais chez nous, hélas, ils ne connaissent pas encore ça. Je pense que la nécessité de faire une émission avec quelqu'un comme toi, et bon, après, il y a des journalistes aussi qui vont te solliciter au Cameroun, hein, et puis, à un moment, il faut que tu gagnes à être connu pour pouvoir vendre cette expertise-là, que les gens comprennent qu'un maire peut faire 2 à 5 milliards par an dans une commune de 100 000 personnes, et qui ne fera jamais, parce que quand il va tordre le bras aux gens dans les marchés, c'est pour avoir 50 millions, alors qu'il peut avoir 2 à 3 milliards, simplement si c'est exploiter les ressources que lui donne l'environnement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce qu'il faut que les gens, que nos administrateurs, nos élus locaux et municipaux comprennent qu'ils sont dans la ville. Ils ont été élus pour une certaine chose. Et de plus en plus, je vais dire, l'environnement va faire partie de leur élection. Exact. De plus en plus. Exact. Parce que les gens en ont assez de vivre dans des dépotoirs. Les gens en ont assez. Exact. Et il est important de bien comprendre que les déchets, avant, on traitait les déchets comme quelque chose d'ultime. Maintenant, ce n'est plus de quelque chose d'ultime. C'est quelque chose qui peut être une ressource de revenu. Exact. On le voit d'ailleurs. Je pense que tu as dû voir, toi, puisque tu vis dans un pays industrialisé, un reportage sur l'entreprise qui, en Suisse, récupère tout ce qui est téléphone, ordinateur, tout ce qui est matériel informatique. Ils produisent de l'or, du titane, du cuivre et de l'argent. Exact. Et tout ça leur apporte des sous. Exact. Exact. Donc, il y a des ressources. Exact. Sachant qu'en plus, les ressources de la nature ne sont pas illimitées. Hein. Exact. Il faut bien qu'on se dise, l'or n'est pas illimité. Exact. L'argent non plus, le titane non plus, tous ces minéraux un peu rares ne sont pas illimités. Exact. Il faut qu'on apprenne à recycler. Ça, c'est ce qui nous a manqué. On produisait, sans se soucier de se dire, mais demain, c'est les ressources taries, on fait comment? Exact. Ce qui se passe d'ailleurs pour les énergies fossiles. Hein, exact. Parce qu'on a atteint le pic de production des énergies fossiles. Tout à fait. Tout à fait. Et bien bientôt, que ce soit le brut ou autre chose, va se vendre à prix d'or. Tout à fait. À prix d'or. Tout à fait. Et les seuls pays qui pourront s'en sortir seront les pays qui ont de l'argent. Tout à fait, tout à fait. Non, ce que tu dis est très pertinent. Retourner à l'époque de l'âge de pierre, hein. Moi personnellement, ça m'intéresse pas. parce que tu es un écolo converti, un écolo addict, comme disait disons, tu sais, l'écologie a longtemps été péjorative parce qu'elle était surtout politique. Et ça a été un tort. Moi, je suis pour l'écologie scientifique. Ça veut dire qu'on apporte une expertise, qu'on apporte une vision, qu'on apporte une sensibilisation des populations et des élus. Parce que ça commence d'abord par les élus, qui eux-mêmes peuvent bien convoquer les chefs de quartier. Je ne sais pas si vous, au Cameroun, vous avez la même chose que nous. Voilà, les chefs de quartier, oui, en effet, oui, on a les chefs de quartier. Eux-mêmes retransmettent la parole au sein de réunions qu'ils font au sein du quartier. Et tout ça peut générer des revenus pour des jeunes qui bien souvent ne font rien et après font des bêtises. Mais on ne peut pas non plus leur reprocher quand tu n'as rien à faire. Exact. Tu fais des bêtises. Exact. Alors que si tu as un travail, même si c'est pas glorieux, si tu ramasses les quelques sous à la fin du mois ou qu'on s'appelle à la fin de la semaine, eh bien, c'est toujours de l'argent. C'est mieux que de ne rien avoir à la poche. Exact, tout à fait. Non, c'est très pertinent. Si tout cet ensemble se met en place, le recyclage peut se faire, le retraitement peut se faire, l'utilisation de cette ressource que l'on appelle les déchets peut produire de l'électricité, peut générer beaucoup de revenus. Exact. Évidemment, il faut une certaine quantité.
Ce qui est un peu le problème pour moi au Gabon, c'est que on est à peine 1,5 million d'habitants. Ouais, c'est pas pareil. Beaucoup de choses ne peuvent se faire qu'en centralisant tout le Gabon pour arriver à avoir un volume de traitement. Oui, exact. C'est ce que j'avais proposé pour la ville de Port-Gentil, créer un pôle vert. Exact. Qui même peut-être engloberait la sous-région. Exact. Il y a d'autres solutions peut-être à envisager. Parce qu'il y a des pays comme le Cameroun, comme le Congo, qui ont une population beaucoup plus importante. Exact. Donc ça peut se faire localement, au niveau national. Non, au niveau provincial. Ouais, non, au Cameroun, c'est un peu différent parce que je pense qu'ils vont, dans tous les cas, ils vont avoir 10 communes qui peuvent entrer dans le schéma que tu es en train de décrire là. Les 10 chefs-lieux de région sont quand même assez, c'est au moins 5 millions d'habitants, donc ça permet de pouvoir, voilà. Des grandes villes comme Douala, Yaoundé, ça, c'est les champions du monde des déchets, quoi. On en a tellement, même que ça jonche des rues, quand c'est pas ramassé. C'est-à-dire que si on fait une semaine sans ramasser les ordures dans un quartier, ça devient la catastrophe. Ah ben c'est... Ah ben. Si tu vas sur mon blog, tu verras des photos comme ça aussi au Gabon, hein, malheureusement. Hein. Ok. Malgré tous les efforts que font parfois certains élus, hein. Je ne jette pas la bière. Hein. Parfois les élus aussi essayent de faire, mais les sociétés qui s'occupent de ça, ce n'est pas des sociétés sérieuses. Bien souvent. Le problème, il est là. Ok. Non, mais vraiment, je te remercie, Henri, d'être venu. Je pense qu'il faut faire comprendre. Oui. Je pense qu'il faut faire comprendre aux gens que tout ne viendra pas que du haut. Il faut aussi que le bas s'en inspire. Exact. Non, je pense que c'est d'ailleurs le but d'une telle initiative, c'est que... Il y a le bas, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande plutôt ce que tu peux faire pour ton pays. Exact. Ouais. Il y a des choses à mettre en place dans les quartiers. Pour l'avenir de nos populations, que ce soit au Cameroun, au Gabon, au Congo, au Tchad, en Centrafrique et en Guinée équatoriale, c'est l'avenir de nos populations. Exact. Parce que au niveau, on n'en a pas parlé, mais au niveau sanitaire et de la santé, c'est un des phénomènes qui est important, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de maladies, les cancers et ceci, cela. Tout ça est lié. Hein. Tout à fait. Tout ça, malheureusement, est lié. À ce que l'on respire, à ce que l'on mange, à ce que l'on boit. Tout à fait. Ouais. Donc, il faut prendre, c'est une perspective qu'il faut prendre, c'est des perspectives qu'il faut prendre en ligne de compte pour régler ce problème. Exact. Et y intéresser le plus de jeunes possible. Exact. Non, c'est très pertinent ce que tu as dit. Franchement, c'est très pertinent. Je te remercie pour ta disponibilité. Je ne sais pas de quoi tu aimerais qu'on parle la prochaine fois. Probablement la protection des océans, des rivières et des mers. Ben, c'est ce que j'aimerais que j'ai effleuré le sujet comme ça. Je pense que ça serait important, oui. D'accord, oui. Surtout. La protection des océans, parce que on vient d'où, hein? Faut pas l'oublier. Ouais. On a appelé notre planète la Terre, on aurait pu plutôt l'appeler l'océan. Hein. Ouais, c'est clair. Parce que à 64%, ce n'est que de l'eau. Hein. C'est clair. Et il ne faut pas oublier qu'il y a à peu près, je crois, 50% de la population mondiale qui vit au bord des océans. Exact, tout à fait. Et il y a 1,5 milliard de gens qui dépendent des océans. Exact. C'est leur revenu de base. Exact. Donc il y a nécessité. Si demain il n'y a plus rien à question, mais comment hein? C'est clair. C'est clair. Je ne tiens pas à découvrir ce que, je ne sais pas, tu as peut-être lu, c'était un livre de science-fiction, je pense qu'on est à peu près de la même génération, que moi j'ai lu, qui s'appelle Soleil Vert. Ok. Où on décide d'un âge final où c'est que les gens doivent mourir. Et on retraite. Je ne tiens pas à vivre ça. Hein. Non, pas du tout. On n'est pas prêt de ça. Non, je pense que la prochaine fois, on va parler des océans, de la protection des océans, des rivières, parce qu'au Cameroun, par exemple, c'est un gros problème, les rivières. C'est un gros problème, les rivières. Franchement, je pense que les rivières vont bientôt tout disparaître. Et les gens ne s'en rendent pas compte de l'impact que ça aura sur la nature. Même dans nos villages, les gens plantent, par exemple, des eucalyptus. Et les eucalyptus, comme ça absorbe énormément d'eau pour pouvoir vivre, ça assèche les bas-fonds et ça assèche les rivières, par exemple. On arrive à des sécheresses dans des zones qui sont humides. Donc, il y a tellement de choses. On va parler de la pollution des océans.
les gens mènent certaines activités. Bon, franchement, je pense qu'on va également bien expliquer ça aux Camerounais la prochaine fois. Je te remercie vraiment d'avoir donné de ton temps pour pouvoir nous éclairer sur tous ces points-là. Et je sais que ça ne tombe pas dans les oreilles de sourds. Il y a beaucoup de gens qui sont connectés avec des vrais ou des faux profils, mais moi, je sais qui est derrière et qui écoute ça. Mais simplement, comme je dis, je vais reposter encore le lien de H2O sur mon mur. Et puis, tous ceux qui veulent ton contact peuvent passer par moi. Ils l'auront. Donc, s'ils sont des élus, s'ils sont même des chefs d'entreprise qui ont besoin que quelqu'un leur conseille comment gérer les déchets, tout ça, et même exploiter ces déchets pour générer d'autres revenus. Donc, je les mettrai en contact avec toi. Je sais que tu connais ton expertise. Et je trouve que c'est quelque chose qui devrait profiter aux collectivités locales, aux communes et aux entrepreneurs au Cameroun. Tout à fait. Mais écoute, je te remercie de m'avoir donné la parole. J'espère que beaucoup de gens nous ont écoutés, beaucoup de gens ont été édifiés, que les renseignements et les idées que j'ai données permettront à ces gens de se faire une idée d'abord d'une part sur mon ONG, et les gens qui sont au sein de mon budget, et d'autre part, je vous remercie à tous d'avoir pris le temps de m'écouter, car c'est la parole d'une personne qui se bat avant de fermer avant d'ouvrir la dernière porte. J'espère faire avancer un peu le débat, le sujet, et apporter des solutions aux gens qui souhaitent en avoir. D'accord. Maintenant, je souhaiterais terminer en disant, je vous souhaite à tous une bonne année 2020. D'accord. Merci beaucoup. Et j'espère qu'on se reverra bientôt. D'accord. Merci beaucoup, Henri. Merci beaucoup, Henri. Merci beaucoup. Merci. Merci, Henri. Merci. C'est le jour encore. Ouais, il est midi ici. Merci beaucoup. Je souhaite à tous les Africains de la sous-région de l'Afrique centrale une bonne soirée. Merci beaucoup, Henri. Merci. Allez, bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir, Henri. Merci. Voilà. Chers frères et sœurs, chers amis, je reviens à vous. Voilà, nous recevions M. Henri Auguste. Voilà, je lis rapidement les contributions des gens et puis voilà, je vais résumer à peu près ce qu'il a dit. Hein, je peux le faire là. Je pense que vous avez suivi comme moi. Pour ceux peut-être qui n'ont pas l'oreille très fine, il a parlé des problèmes des déchets. Parce que nous sommes Camerounais. Quand même, vous voyez tous ces spectacles qu'on retrouve à Douala, à Yaoundé, etc. Où les déchets. Je veux dire que l'environnement, ça rapporte de l'argent. Il est temps qu'on le dise à nos maires, à nos conseillers locaux. L'environnement rapporte de l'argent. Les déchets là, qu'on dit, oh, on va faire comment? On est allé voir le Premier ministre pour qu'il dise à Isaac Hamdou. Les déchets, ça rapporte beaucoup d'argent. Quand je parle là, je parle que nos maires entendent. Les maires de Bouddha là, hein? Boula Roger, les maires de Bafoussam, les maires de Banjoun, les maires de Tchang, les maires de Bafang, les maires de Douala, des communes d'arrondissement de Douala, Douala 1, Douala 2, Douala 3, surtout Douala 3, Douala 5 et Douala 4. Les déchets rapportent beaucoup d'argent. Simplement, il est temps de mettre en place un tri des déchets pour séparer ce qui est biodégradable, donc ce qui peut être dégradable dans la nature, et ce qui est non biodégradable. Ce qui est non biodégradable, on le recycle, dont les plastiques, le papier, l'aluminium, etc., etc., etc. Comme il a dit lui-même, un once d'aluminium, ça coûte extrêmement cher aujourd'hui. Or, il suffit de recycler ça, de plier et par exemple, chez nous, on fait les marmites avec les sachets, avec les macocottes, là, les marmites avec les aluminiums. Simplement, il faut mettre de l'ordre dans le secteur au niveau de chaque commune. Maintenant, ce qui est non biodégradable, on extrait des gaz comme le méthane, il a dit. Et ensuite, j'ai beaucoup aimé, M. Henri Auguste a donné à peu près un schéma pour les décharges. Nous avons un gros problème. Nos mairies n'ont pas d'endroit n'ont pas de système de recyclage des ordures. Donc, beaucoup utilisent les décharges. Mais comme il a dit, la décharge, ça pollue le sous-sol et ça pollue les nappes phréatiques. Il y a des solutions aujourd'hui pour vider les décharges et puis planter des arbres à cet endroit qui vont absorber tous les produits chimiques qui sont en train de polluer les nappes phréatiques. Et désormais, mettre en place un système de tri. Là, je veux dire que lorsque vous regardez les mairies au Cameroun, quelqu'un est maire, il va mettre en place des gros bras là pour mettre les fers en bas des gens qui garent les voitures, pour arrêter les motos, pour prendre l'OTVP, pour bastonner les femmes qui essaient de se mettre debout pour avoir les places dans les marchés. C'est stupide.
À la rigueur, ça leur rapporte combien par mois? 7 millions, au trop 8 millions. Disons, si on est trop gentil, 10, 120 millions par an. Alors que le tri des déchets, comme il a dit en amont, c'est-à-dire qu'on forme les gens dans les maisons à séparer les ordures ménagères. Si on met un système comme ça en place, ça permet qu'on récupère beaucoup d'ordures ménagères et que ces ordures ménagères-là, maintenant, on les met à la disposition des personnes qui font du recyclage. On les met à la disposition des personnes qui vont les recycler et on les met à la personne des personnes qui vont produire, par exemple, l'électricité. Donc, Henri Auguste a dit que nous, par exemple, nous au Cameroun, nous avons beaucoup de sachets plastiques dans les rivières là. Rappelez-vous quand Ghana était à la Yaoundé, il montrait les bouteilles Superman là. Il dit que quand on utilise ces bouteilles, on les brûle à une forte température, on produit de l'électricité. Ça veut dire que si que les gens, on met ce procédé en place, les bouteilles là vont devenir des ressources pour les gens qui produisent de l'électricité. Donc, c'est pour dire que ce qui est une menace dans notre pays a le potentiel pour devenir une opportunité. Simplement, il faudrait que les élus se rapprochent des gens qui ont une certaine expertise pour que ces personnes leur montrent comment on fait ça. Bon, je n'ai pas voulu qu'ils rentrent dans le domaine des financements. Il y a beaucoup d'argent disponible dans ce monde pour régler les questions de l'environnement. Voilà. Je pense qu'on va vers le fédéralisme dans notre pays et que tous les gens qui sont des élus locaux, maires, etc., doivent commencer dès maintenant à tendre l'oreille pour pouvoir régler les questions, commencer à s'imprégner. Voilà, même dans les partis politiques, des gens doivent donner des formations aux gens qui aspirent demain à diriger les communes pour que ces gens-là puissent commencer à comprendre qu'il est temps pour nous de pouvoir mettre en route le business de l'environnement dans chaque commune. Parce que le business de l'environnement, ça rapporte aux communes 10 fois, 30 fois plus que les OTVP, arrêter les motos en route, demander aux femmes qui vendent, brûlent le maïs en bordure de route, de payer les tickets de 100 francs, etc. Des choses comme ça. Voilà. Donc, il a parlé de ça, il a parlé du système de l'emballage, qu'il faut retourner à l'emballage. Bon, j'aime bien parler de ça avec lui parce que lui, il trouve que comment on a la feuille de manioc, on a la feuille de plantain et on s'embarrasse encore des plastiques pour pouvoir emballer la nourriture qu'on mange. Donc, lui, il trouve que la nourriture, même à table, devrait être mise dans les feuilles. Pour ceux qui connaissent, il y a une dame, Aïdara, à Yaoundé, qui a ouvert un restaurant où tout est dans les feuilles, quoi. Voilà, le taro, le couscous, tout est dans les feuilles. Il n'y a plus de plastique, etc., etc. Donc, voilà, c'était une session pour essayer d'expliquer aux Camerounais la nécessité de se convertir à l'environnement, à la protection de l'environnement. La prochaine fois, il reviendra pour nous parler de la protection des océans et des mers. Je lis quelques commentaires. Anunnaki Elohindi, très intéressant. Le même Anunnaki dit les décharges produisent des gaz à effet de serre. Ouais, c'est vrai. Mais ces gaz-là aujourd'hui peuvent être utilisés pour produire l'électricité. Notre invité l'a dit. Bonjour Emmanuel Chassa, bonjour Emmanuel Ngassa, bonjour Menmanve, bonjour Bertrand Fofou, bonjour Jérémy Biskidi. Alexis Kouechou dit en Allemagne, la séparation des déchets ménagers se font dès le domicile en fonction de leur nature, des déchets biodégradables. Ceux recyclables, les déchets biodégradables et ceux recyclables, les plastiques, les papiers, les emballages et ceux non recyclables. Ces déchets sont récupérés tous les 2 semaines. Les batteries usées sont déposées dans les enseignes commerciales. Les batteries d'automobile, par exemple, sont vendues avec consigne et les appareils électroménagers à la déchetterie. Voilà. Gervino Badjouen dit bonjour, grand prof. Merci beaucoup, mon cher frère. Emmanuel Kamoa, bonjour. Gervino, le même Gervino dit merci, grand, pour les conseils, les riches conseils de ces gens. C'est des gens comme toi que le Cameroun a besoin avec ton expertise sur beaucoup de domaines. Merci. Garen Nana, bonne année toi aussi. Ali Olenstein, bonne année toi aussi. Tony Rochan, Tonton Zara, Simi Samé, bonjour. Fimen Takenongonga, voilà. Voilà, c'était un live sur les questions de l'environnement. Je remercie tous ceux qui l'ont suivi. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui, là. Et si demain on a le temps, on fera un autre live qui va porter maintenant sur la politique budgétaire. On va le faire tôt.
et on fera un deuxième live dans la soirée qui va porter sur le stimulus package. La politique budgétaire, c'est la politique qui est à l'initiative de l'État pour développer l'économie, c'est-à-dire la collecte de comment l'État collecte l'argent, comment l'État fixe le taux d'imposition, comment on utilise le taux d'imposition pour booster l'activité économique et comment, à travers les incitations fiscales, et comment est-ce qu'on collecte l'argent, on utilise cet argent-là maintenant, la dépense publique, pour pouvoir développer l'économie. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Et entre les bulles d'opérette, les PPP, etc. Beaucoup de choses ont évolué. Donc, on parlera de ça. On parlera de la politique budgétaire face à la décentralisation ou du fédéralisme. Voilà, parce que beaucoup de choses ont changé. Je parlerai du dialogue, de la dualité entre Dieudonné et Somba, qui lui pense que voilà, il faut inventer le tribalisme comme le fédéralisme communautaire ou comme je sais pas comment on appelle ça, et Madeleine Biolay Ondoa, qui pense qu'il faut remplacer le concept d'autochtone allogène par le concept de résident. Voilà. Moi, je pense pour Madeleine, hein, pour Viviane plutôt, Viviane Biolay Ondoa, et j'expliquerai pourquoi, et j'expliquerai les conséquences de cette théorie sur la politique budgétaire dans un pays. Voilà. Avec les histoires de l'article 246, là, je vais vous expliquer beaucoup de choses. Donc, on parlera de ça. Ensuite, on parlera du stimulus package. Dans un pays, lorsque l'économie va mal, lorsque l'économie commence à piquer du nez, c'est-à-dire qu'il y a peu de liquidités dehors, les marchés financiers ne sont plus dynamiques, les industriels réduisent leur production, les bonnes commandes des distributeurs diminuent. Il y a des solutions que l'État peut adopter pour relancer l'économie et casser la récession, freiner la récession. Donc, ces solutions sont appelées stimulus package. Et aux États-Unis, Bill Clinton a utilisé un stimulus package, Barack Obama a utilisé un stimulus package. On en parlera demain. Je vous donnerai les clés pour comprendre un stimulus package. Et comment est-ce qu'un pays comme le Cameroun peut mettre en place un stimulus package? Quel est l'objectif? Quels sont les outils qu'il peut actionner pour mettre en place un stimulus package? Et comment est-ce que ces outils peuvent permettre de doper et de relancer la production? Par exemple, l'autre jour, je vous ai dit que dans un pays où le tissu industriel fonctionne à 40%, si on mettait en place des systèmes de bons alimentaires en produits fabriqués localement, pour les personnes âgées, pour des personnes handicapées, pour des femmes enceintes qui accouchent, etc. Au moins sur ces catégories-là, si on mettait en place des programmes comme ça permettrait que les gens puissent consommer et ça relancerait la production industrielle qui est en sous-capacité. Donc, on parlera de tout ça demain. Je vous remercie beaucoup. Je remercie tous ceux qui ont voulu suivre ce live-là. Vraiment, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne année. Oui, comme voilà, une bonne année. Merci Alexis Kouechou. Une bonne année et je vous dis, écoutez, à nous revoir plus. Bye.